Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour le Focus en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Un Focus qui est dédié ce soir à l'activité économique en Guadeloupe qui doit reprendre après cette crise du Covid-19. Et avec moi sur le plateau, nous avons Franck Desalmes qui est président des MPI ainsi que Didier Payen qui est vice-président donc de cette association des moyennes et petites industries de Guadeloupe. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Bonsoir aux Guadeloupéens. Alors dites-moi messieurs, beaucoup pensent effectivement que l'activité économique prendra un très gros coup, que ce sera peut-être une crise sans précédent. Vous, qu'en pensez-vous ? Il est difficile d'imaginer autre chose. Arrêter des entreprises pendant plus de 2 mois, et pour certaines, elles viennent de réouvrir, et je pense à tout ce qui est restauration, hôtel et bars. Il est difficile d'imaginer que dans une telle situation, les entreprises, en tout cas, elles ont conservé un certain nombre de charges, qu'à la rentrée septembre ou même d'ici là, il ne puisse pas y avoir de dégâts de fait. Si c'était possible, ça se saurait. Arrêter une entreprise pendant 1 mois et continuer à payer des charges, ça n'existe nulle part sur la planète sans dégâts. Et comment se fait-il effectivement que le gouvernement ne soit pas réceptif à une annulation pure et simple des charges ? Je suppose que le gouvernement a d'autres raisons et d'autres motivations qui ne sont pas celles, en tout cas, des chefs d'entreprise. Je suppose aussi que le gouvernement a par ailleurs, de toutes les façons, un certain nombre de charges lui-même qui probablement aujourd'hui le rend un petit peu sourd. Mais il faudra bien à un moment donné que l'audition revienne parce que de toutes les façons, je ne vois pas comment vous pouvez demander à une entreprise de continuer à avoir des charges sans recettes et par ailleurs pouvoir recommencer à travailler comme si de rien n'était. D'autant que l'activité en elle-même, c'est-à-dire la consommation a été elle-même arrêtée, en tout cas pour certains secteurs. Elle va le demeurer pour d'autres secteurs. Il y a un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Monsieur Payen. Écoutez, oui, je vais dans le même sens, mais j'ai une pensée particulière pour toute l'activité liée au tourisme, la restauration, où là, la perte est totale, brutale, et l'activité a du mal à revenir. Aujourd'hui, nous avons une problématique sur les rotations aériennes, nous avons une problématique liée à la quatorzaine, et il est important que tout ça soit soulevé le plus vite possible, parce que nos destinations, finalement, par rapport au reste de l'Europe, sont relativement saines. Mais nous avons absolument besoin de cette manne de consommateurs. Pour l'industrie du loisir qu'il faut conserver, qu'on a eu du mal à construire. L'hôtellerie, la restauration, mais toutes les autres activités connexes, parce que quand là on est un plateau qui vont défendre l'industrie, mais les touristes sont également nos consommateurs. Et nous avons besoin d'eux, nous avons des machines à faire tourner, nous avons des salariés à payer en fin de mois. Et quand un marché est réduit, les charges restent les mêmes et c'est des bilans qui sont après ça en difficulté. Donc on est très inquiet. La Guadeloupe est depuis longtemps marquée par un chômage très fort, particulièrement des jeunes. Et là-dessus, on ne voudrait pas que cette situation empire. Alors les résultats qui ont été donnés aujourd'hui par la NPE sont plutôt encourageants, et le mot je le mesure, par rapport au national. On a des taux de croissance qui sont bien inférieurs au national. Peut-être que notre situation était déjà dégradée. Toujours est-il qu'il faut qu'on reste révélatif. C'est la cohésion sociale de notre île qui en dépend. Et il faut que ce soit une unanimité de tous les acteurs économiques, quels que soient les secteurs, pour pouvoir préserver l'emploi. D'accord. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait, on va dire, une union sacrée de tous les secteurs d'activité pour pouvoir passer ce cap. Tout à fait. Ok. Et pour le tourisme, donc, que faudrait-il faire ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la filière, mais Didier vient de le dire. La première des choses qu'il faut faire, à mon avis, c'est accélérer l'ouverture des lignes, évidemment en prenant l'ensemble des précautions nécessaires, parce qu'on sait évidemment que quand il y a, je dirais, un mouvement de population, il y a un niveau de risque qui peut s'élever. Mais si on nous compare avec ce qui a été décidé, notamment je pense à la Corse, qui a pu obtenir aujourd'hui l'ouverture des lignes vers la Corse, on ne voit pas et on ne comprend pas comment cette même ouverture ne pourrait pas se faire chez nous. D'autant que nous sommes un département vert, comme l'ensemble du reste de l'outre-mer, à l'exception, je crois, de Mayotte et peut-être la Guyane.
il est difficile de comprendre qu'il y a en tout cas cette espèce de, je dirais, de poids, de mesure. Didier vient de le dire, si on n'a pas nos consommateurs, si on n'a pas cette manne touristique, et notamment, je dirais, ne serait-ce que nos propres compatriotes qui ont pour habitude de venir en juillet et en août, c'est un drame. Donc, ce qu'on ne comprend pas, notamment sur le tourisme, c'est ce maintien, je dirais, de la quatorzaine. Alors évidemment, il ne faut pas dire qu'on ouvre et qu'on ne prend aucune précaution, mais toute l'Europe va être ouverte. On a du mal, nous, ici, à comprendre. L'Italie est ouverte. L'Italie, hein, c'est quand même un endroit où, en fait, les médias... Hein, c'est un gros foyer épidémique, hein, clairement. Donc, on se pose des questions sur, aujourd'hui, le traitement que nos îles ont, hein, particulièrement, en tout cas, la Guadeloupe, pour nous qui sommes ici. Et si les choses restaient en l'état, il faudra aussi là que le gouvernement assume ses décisions, parce que de toutes les façons, même si c'est ouvert, vous savez, il n'y aura pas le même élan qu'il y avait avant, parce que le citoyen reste lui-même prudent, mais il est hors de question qu'il vienne avec une quatorzaine qui est imposée. Vous vous rendez compte, vous partez en vacances, vous avez déjà 14 jours qui sont bloqués. Donc, il faudrait déjà avoir les 14 jours de congé. Bien sûr, donc personne ne vient. Par conséquent, il est, à mon avis, essentiel que les lignes soient ouvertes et que la quatorzaine, en tout cas, soit supprimée. Et je répète, avec les précautions sanitaires qui, à mon sens, peuvent exister, qui existent, que ce soit au départ des avions et à l'arrivée chez nous ici. Qu'un protocole soit mis en place de façon à ce que tout le monde trouve un peu son compte dans cette histoire. Bien sûr. C'est vrai que dans le courrier aussi adressé au préfet, il demandait aussi de la possibilité de remplir les avions, puisque techniquement ils sont assez restreints, et donc aussi la possibilité de pouvoir remplir les avions pour redémarrer l'activité touristique. Mais d'aucuns vous dira, il faut peut-être primer sur la santé, et c'est là où non, mais nous ne le disons débat pas se pose. Non, mais nous ne disons pas, attention, le courrier qui a été fait d'ailleurs, et je félicite l'ensemble des socioprofessionnels qui l'ont signé, y compris l'ensemble de la classe politique et nos parlementaires. Il n'est pas dit dans le courrier qu'on va ouvrir et qu'on va mettre en danger. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, on a une catastrophe sanitaire. Je crois qu'il faut prendre l'ensemble des précautions nécessaires et il faut qu'on apprenne, et c'est le mot d'ailleurs du gouvernement, désormais à vivre avec cette situation en optimisant, je dirais, au maximum les précautions pour qu'il n'y ait pas justement un relent de cette pandémie. Mais d'un côté, il y a l'aspect sanitaire, l'aspect santé, et de l'autre côté, de toutes les façons, si on ne fait rien, il y aura de la même hémorragie qui, cette fois-ci, ne sera pas sanitaire ou sur le plan de la santé, mais qui sera de toutes les façons sur le plan économique. Donc, il y a un moment donné, il y a un juste milieu à trouver. Tout ouvrir sans précaution, ça n'est pas la solution. Tout fermer avec zéro précaution, ça n'est pas non plus, ou un excès de précaution, ça n'est pas la solution. Est-ce qu'on a le luxe d'attendre, de trouver cet équilibre? Pas tellement, hein, je vous dirais. En tout cas, on est dans une situation, je vous dis, à tout ou rien. Je pense qu'il y a sûrement un juste milieu à trouver où on ménage le problème de santé publique et le problème économique. Mais de là, être à tout ou rien comme on est aujourd'hui, et la quatorzaine, qui correspond à un no-go pour les touristes, non, trop c'est trop. Une autre épée de Damoclès, c'est au-dessus de la tête justement des départements ultramarins. C'est ce fameux rapport Ferdi, commandé par Bercy et qui préconise donc l'annulation pure et simple de l'octroi de mer. Dans nos régions, c'est plutôt vu d'un mauvais œil, mais on va quand même essayer d'expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que l'octroi de mer, en quoi consiste-t-il et comment fonctionne-t-il. Déjà dans un premier temps. Alors, déjà sur le rapport, oui, c'est une épée de Damoclès, mais en tout cas, nous ne souhaitons pas donner à ce rapport non plus d'importance qu'il a. Pourquoi ? Mais s'il y a rapport, il y a volonté de... Alors, on suppose que s'il y a un tel rapport, bien évidemment, nous, on n'est pas dupes. C'est une manière pour le gouvernement de commencer à introduire sa volonté. Alors, moi, je pense que sa volonté n'est pas une volonté d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens, puisque c'est sur ça qu'il s'appuie ce rapport. C'est un rapport qui dit qu'en supprimant l'octroi de mer, demain matin, la vie sera moins chère. Alors d'abord, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que le rapport préconise la suppression de l'octroi de mer et de le remplacer par la TVA. Par conséquent, si vous supprimez une taxe et vous prenez une autre taxe pour la remplacer, je crois qu'on n'est pas obligé d'être grand mathématicien pour comprendre que je ne vois pas où est-ce qu'il y a amélioration de la vie.
Bon. Ce serait juste une nouvelle taxe, enfin un report de taxe sur une autre taxe. Pour nous, c'est juste un transfert. En fait. Actuellement, l'octroi de mer, c'est une taxe, ce sont des finances qui sont gérées localement. L'octroi de mer, c'est une taxe qui est appliquée sur les produits qui rentrent sur nos régions. Et cette taxe, elle est gérée par nos collectivités. Nous, ce que nous comprenons, c'est que le gouvernement, cette taxe, il a simplement besoin demain de la gérer, ce qui enlèverait l'autonomie de gestion de cette taxe par nos collectivités. Je rappelle quand même que sur cette taxe, une grande partie de cette taxe sert à financer l'ensemble de nos communes. Le risque pour nous de perdre cette autonomie de gestion, c'est que demain matin, alors qu'on sait que depuis des années, les dotations, en tout cas du gouvernement à nos collectivités, diminuent, c'est d'être demain encore pénalisé par la réactivité du renvoi de la collecte par la TVA du gouvernement sur nos régions. Or, aujourd'hui, on a un outil qui fonctionne, qui est améliorable, qui l'est depuis une trentaine d'années, en tout cas depuis le temps qu'il existe, parce que beaucoup le critiquent en disant que comme c'est une vieille taxe, alors il faut la supprimer. Nous ne partageons pas ça, parce que tout ce qui est vieux n'est pas à supprimer, à commencer par nous-mêmes, déjà. Est-ce qu'à partir d'un certain âge, il faut nous supprimer? Je ne crois pas. Bon. Et ce que nous faisons depuis une trentaine d'années, c'est qu'à chaque fois que ce dispositif est reconduit, alors déjà, ils ont déjà modifié le dispositif, puisqu'avant, il existait pour une dizaine d'années. La dernière loi de 2014 l'a modifié et l'a amené pour une durée de 5 ans. Par conséquent, là, on est en pleine phase de reconduction. Et nous trouvons particulièrement indécent que 2 chercheurs venus de nulle part, 2 ovnis, sans se rendre sur nos territoires, sans rencontrer le monde économique, sans rencontrer les collectivités régionales, peut sortir un rapport venu de nulle part et indiquer que demain matin, pour que les conditions de nos citoyens dans nos régions soient meilleures, alors il faut simplement la supprimer. C'est faux, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, supprimer cette taxe, 1, c'est perdre l'autonomie de gestion de la fiscalité au niveau de nos régions, et 2, c'est la mort annoncée de notre secteur industriel. Par conséquent, on ne peut en aucun cas considérer ce rapport comme un rapport de professionnel. Alors, avant justement de venir à l'impact que cette suppression pourrait avoir justement sur les industries guadeloupéennes, est-ce que le gouvernement ne s'est pas tout simplement dit, en général, quand il cible le problème de la vie chère, à chaque fois on accentue sur l'octroi de mer. C'est toujours l'octroi de mer qui a été ciblé. Donc, est-ce qu'il n'est pas perfectible, concrètement, cet octroi de mer? Alors, il l'est, puisque de toutes les façons, à chaque fois qu'il y a reconduction, on le rend plus perfectible. À chaque fois qu'il est remis en cause, il y a toujours des modifications qui sont portées. Par contre, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que les marchandises qui arrivent ici sont taxées de la TVA et de l'octroi de mer. Exact. C'est-à-dire 2 taxes. Je trouve un peu curieux que le seul argument qu'on puisse avoir pour pouvoir réduire le coût de la vie soit de supprimer une recette qui est gérée localement, alors qu'on pourrait tout simplement proposer aux Guadeloupéens ou le reste des régions de supprimer la TVA sur l'ensemble des produits qui sont importés. Donc il y a, à mon sens, derrière ce rapport, plus une volonté, non pas de régler le problème de vie chère, mais une vraie volonté de centraliser, je dirais, cette recette et de la ramener au niveau du gouvernement, comme on a pu voir toutes ces dernières années, sur différents sujets, une volonté de centraliser l'ensemble des décisions au niveau de Paris. Et la façon dont ce rapport a été écrit et tel qu'il a été mené, c'est infantiliser, je dirais, l'ensemble des populations, l'ensemble de la classe politique de nos régions et du monde économique. C'est un torchon. Pardonnez-moi l'expression. Monsieur Payen. Écoutez, oui, le mot torchon n'est pas usurpé, je le partage à 100%. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans ce rapport, c'est qu'on sent très bien que la conclusion faisait partie du cahier des charges. Donc on a cherché des raisons, de fausses raisons. En plus de ça, on a cité dans ce rapport le fameux article 45 de la loi de 2004 sur l'octroi de mer, qui dit que l'octroi de mer n'entre pas dans l'assiette de la TVA. Et ça, c'est un sujet que j'avais déjà... Vous connaissez mon attachement au coût de la vie en Guadeloupe. Je l'avais fait valoir avec le rapport sur les produits pétroliers dans le cadre du CESR. Et c'est un sujet qui m'est cher à moi. Je ne suis plus au CESR, mais ça continue à me préoccuper parce que c'est un problème d'intérêt général. Et qui n'est toujours pas vraiment résolu. Il n'est pas vraiment résolu parce qu'on ne veut pas trouver les bonnes solutions. Alors on met de fausses solutions sur des vrais problèmes. La vraie problématique aujourd'hui
du coût de la vie, et particulièrement que nous payons une TVA indue. C'est-à-dire que l'article 45 de la loi sur l'octroi de mer n'est pas appliqué. Et cet article 45, il tient dans une ligne et demie, il dit que l'octroi de mer n'est pas à prendre en compte dans l'assiette de la TVA. Et c'est très important comme conséquence, parce que si vous ne mettrez pas l'octroi de mer dans l'assiette de la TVA, ça veut dire qu'il n'entre pas dans le revient. Il n'entre pas dans l'assiette des marges, et in fine, au niveau du consommateur, il n'entre pas non plus dans l'assiette de la TVA. La différence est énorme. La différence chiffrée aujourd'hui, c'est 3,4 points de PIB. C'est-à-dire que demain matin, si on appliquait simplement la loi, cet article 45, on pourrait faire diminuer les prix de 3,4%. C'est pas rien. Je l'avais déjà signalé au ministre Lurel quand il a sorti sa loi sur la vie chère, en lui disant, si vous voulez trouver des solutions efficaces, commencez par appliquer la loi. Bien entendu, ça n'a pas fait beaucoup d'écho parce que c'est un texte et une attitude que j'avais qui dérange. Parce qu'on remet à l'envoyeur. Donc, le problème de la vie chère, il est déjà là. Commençons par respecter la loi. Respecter la loi. Le texte est là. On n'a pas besoin de modification législative. Peut-être un décret d'application pour expliciter, parce qu'il faudra que soit les douanes, soit les services fiscaux donnent la possibilité à la chaîne commerciale, aux différents intervenants, de pouvoir payer un octroi de mer, le facturer sur sa facture ou son ticket de caisse et faire la balance en fin de mois pour que l'octroi de mer fonctionne comme une TVA bis. Ça, c'est écrit dans la loi, mais ça n'est pas appliqué. D'accord. Donc là, il y a déjà un problème de droit. Alors, ce qui est assez comique, c'est que le rapport Ferdi reprend cet article dans sa page 2. Mais il dit que l'octroi de mer est un facteur de vie chère. Mais déjà, s'il il fonctionnait comme il aurait dû être, on pourrait éviter 3 points de PIB. C'est 135 millions d'euros. C'est pas rien. C'est non négligeable, c'est sûr. On a des problèmes sur le financement des collectivités. Ce qui veut dire que si on fait le choix de favoriser nos collectivités et donc l'équipement, par exemple l'adduction d'eau, en appliquant le droit et sans changer le prix de vente publique, donc sans appliquer la baisse dont je vous parlais, donc à prix de vente publique égal, on pourrait dégager 135 millions de recettes supplémentaires. Vous vous rendez compte, si vous avez un prêt sur 10 ans dont l'échéance est 135 millions d'euros, ce que vous pouvez faire en adduction d'eau. Je visualise assez bien. Bien. Donc, on a, si vous voulez, une problématique de... terme un peu fort, parce que je respecte l'État français, mais de malhonnêteté intellectuelle. On veut récupérer une manne financière, qui est l'octroi de mer, et on utilise de faux prétextes. Et ça fait un bout de temps que nous autres industriels qui sommes protégés par l'octroi de mer, parce qu'on ne peut pas faire face aux multinationales, et on ne peut pas faire face à leurs tarifs de dégagement. Mais on a besoin d'être fourni au jour le jour. Quand on a une crise comme celle-là, on est bien content d'avoir des gens qui sont en capacité de fournir des bouteilles d'eau, de l'alimentation, de la farine, de l'alimentation animale pour les élevages, etc. Il faut qu'on existe. Et donc, on utilise 36 000 prétextes, et ça fait un bout de temps que ça dure. L'octroi de mer a été mis dans ses fonds baptismaux véritablement en 92, avec une loi qui l'a protégé, puisqu'il était attaqué au niveau de l'Europe, on le caractérisait de droit de douane. Donc, il y a eu des rapports de fait, on a sorti le texte de 92, et dans le texte de 92, ce dont je vous parle était à l'article 11. Il existait déjà. D'accord. Il a été repris après ça en 2015 dans l'article 45, et en 2015 également l'article 45. Donc, ça fait longtemps que tout est prévu pour qu'il fonctionne bien. Mais les services de l'État n'ont pas fait le nécessaire pour qu'il fonctionne comme il aurait dû être. Et les avantages que nous aurions, au-delà de pouvoir diminuer le coût de la vie ou d'augmenter les recettes des collectivités, c'est que les entreprises ne seraient pas pénalisées dans leur stock du montant de l'octroi de mer, puisqu'ils fonctionneraient comme une TVA bis. Les entreprises pourraient réexporter dans le reste de la Caraïbe dans un véritable hors-taxe, et donc dynamiser l'économie de la Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, vous importez un bien que vous avez dans votre entrepôt à Jarry et vous voulez le vendre à Saint-Martin.
Mais vous êtes trop cher. Parce que l'octroi de mer est présent de façon indélébile pour l'instant. S'il fonctionnait comme une TVA bis, on pourrait facturer hors taxe et récupérer cet octroi de mer payé en amont sur l'octroi de mer collecté sur d'autres produits ou se le faire rembourser comme pour la TVA. Donc, et vous dites qu'en l'état, il peut déjà fonctionner comme une en TVA bis. l'état, les textes sont là. Il manque un décret d'application et quelques formulaires fiscaux supplémentaires. Soit on le traite par les douanes avec le site Eurodouane qui existe déjà, puisque moi, en tant qu'industriel, sur ma facture, j'ai déjà le montant en taxe, l'octroi de mer régional et la TVA. Donc moi, je suis déjà en ordre de marche en application de l'article 45. Mais comme rien n'est fait pour mon client, mais mon client, il voit ma facture arriver, il prend le prix d'achat hors taxe, il prend le montant de l'octroi de mer, le montant de l'octroi de mer régional, il les additionne, il met ça dans son revient, et il fait fonctionner la TVA comme elle se doit. Donc pour ceux qui ont un esprit comptable, l'octroi de mer, passé le stade de l'importation ou de la fabrication, est classé en classe 6 comptable, donc classe de charge, alors que la TVA est en classe 4 pour faire la récupération. Et là, ça crée la complexité. Or, nous, ce qu'on veut, c'est la simplification, que ça n'impacte pas les prix ou que ça améliore les recettes des collectivités. Et surtout qu'on puisse dynamiser l'économie, donc qu'on puisse réexporter. Imaginez demain matin, vous voulez faire, je ne sais pas moi, un Amazon pour la Caraïbe. On pourrait le faire, mais avec ce système qui n'est pas appliqué, on ne peut pas. Donc demain matin, si la loi était appliquée et que l'octroi de mer fonctionnait comme une TVA en application de l'article 45, on pourrait faire un Amazon qui pourrait irriguer la Caraïbe à partir de la Guadeloupe ou de la Martinique, etc. On a une problématique, par exemple, on a le grand marché caribéen, Guadeloupe-Martinique. Mais comme ce n'est pas exactement les mêmes taux sur les mêmes produits, on nous dit c'est complexe. Alors il faut faire des compensations. Mais si ça fonctionnait comme une TVA, il n'y a plus de compensation à faire. La partie qui est facturée de la Guadeloupe resterait à la Guadeloupe. Ensuite, vous vendez à quelqu'un en Martinique. La partie qui est facturée en Martinique restera en Martinique. C'est fluide, c'est simple. Ça ne pose pas de problème. D'accord. Donc, moi, je suis assez courroucé par ces actes multiples. On a eu d'abord le RGEC, Règlement d'exemption par catégorie. Ce qui fait que les règles européennes nous ont été à un moment donné appliquées. On nous a dit, l'octroi de mer que vous ne payez pas en tant qu'industriel, il faudra le rembourser. J'ai dit, attends, je ne peux pas rembourser quelque chose que je n'ai pas perçu. Ah oui, mais c'est une aide. Le fait que vous ne payez pas, c'est une aide. Enfin, ça comme étant une subvention. Bref. Ensuite, on a travaillé, ils ont sorti pas mal de choses sur la définition de l'ouvraison en fonction du code douanier, à 4 chiffres, à 8 chiffres, qui complexifiait les choses. Ensuite, il y a bien sûr le seuil qui a été descendu à 300 €, ce qui fait que beaucoup de petits artisans, des artisans boulangers notamment, ont eu des problèmes avec les services des douanes, parce qu'on venait leur réclamer un octroi de mer sur leur production. Tout simplement parce qu'on avait baissé le seuil à 300 000 €, alors qu'avant, il était à 550, et que nous recommandons qu'il soit montré à 1 million d'euros. On ne va pas complexifier la vie des petites entreprises qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires par an. Donc, on a subi, depuis 10 ans, une succession d'attaques toujours ciblées et fléchées dans le même sens, décrédibiliser l'octroi de mer vis-à-vis du consommateur pour pouvoir mieux justifier sa suppression. Et l'an dernier encore, on a subi les mêmes attaques. On a décrédibilisé l'abattement en disant que ça ne profite qu'aux riches, ce qui a permis de justifier la suppression de l'abattement. Mais ces gens qui bénéficiaient de l'abattement, qualifiés de riches par un gouvernement, ils dépensaient cet argent ici. Et aujourd'hui, il est à Paris. Pareil pour la TVA-NPR. Pas efficace, ça ne sert à rien. Mais tous ces gens qui achètent des pick-up, considérés comme biens d'équipement, ou des tractopelles, ou du matériel agricole, et qui bénéficiaient de la TVA-NPR, aujourd'hui, ce matériel, eh bien, il est 8,5% plus cher. Où est passé cet argent? Il devait abonder un fonds. Vous entendez parler? Je pense que le Covid l'a avalé. Donc,
on est très soucieux, on prend cette menace, même si je considère que ce document est un torchon, et je pourrais en parler pendant des heures, parce qu'il n'y a rien d'étudié. Et puis, un document, un rapport sur quelque chose d'aussi sérieux, établi par des gens qui ne sont même pas venus sur place, auditer, c'est presque insultant. On se quitte pour une petite page de publicité, on revient avec nos invités en plateau. De retour dans le Focus sur Canal 10 Télévision, nous sommes toujours en présence de Franck de Salme, qui est président des MPI de Guadeloupe, et il est en compagnie de Didier Payen, son vice-président. Alors justement, Monsieur Payen nous expliquait un peu la manœuvre gouvernementale pour pouvoir récupérer finalement l'octroi de mer, le faire passer pour le facteur de vie chère par excellence, de façon à demander sa suppression et qu'elle soit validée par un peu tout le monde. Mais je vous ai posé une question hors plateau tout à l'heure, et j'aimerais bien que les auditeurs profitent de la réponse. C'est que certains entrepreneurs guadeloupéens, par exemple, on parlait de l'exemple de la boulangerie, se retrouvent à devoir payer l'octroi de mer sur la farine qui rentre et devoir payer un octroi de mer sur les pains qu'ils fabriquent à partir de cette farine. Donc, on peut comprendre un peu l'agacement des gens de payer l'octroi de mer finalement. Alors ça fait partie, si vous voulez, du resserrement qu'on a subi depuis plusieurs années. Cette notion de seuil d'assujettissement pour la fabrication locale n'existe pas. Elle a été créée par la loi de 2014, je crois. Oui, c'est ça. 2014. Ils ont baissé le seuil sur la nouvelle loi de 2014. Le seuil était de 650 000 euros de mémoire et il a été abaissé à 300 000 euros. Pourquoi? Je ne sais pas. Élargir l'assiette de la recette, c'est petitement pensé, parce que c'est des chiffres d'affaires faibles. Et quand on voit la complexité qui est dénoncée dans le rapport du fonctionnement, du système d'exonération, etc., c'est demander à quelqu'un qui n'a pas de structure comptable bien organisée de gérer quelque chose. Et bien entendu, ils se font prendre la main dans le sac par les douanes, mais en toute bonne foi. Ça, c'est pas acceptable. Donc, ça fait longtemps qu'on demande que ce seuil soit remonté. Et nous, MPI Guadeloupe, on a demandé qu'il soit remonté à 1 million d'euros. Bien. Maintenant, si l'article 45 était appliqué, comme je vous expliquais, et que l'octroi de mer fonctionnait comme une TVA bis, la problématique ne se poserait pas. Parce que si vous achetez localement quelque chose qui serait assujetti à l'octroi de mer, mais que vous êtes industriel, vous pouvez à ce moment-là imputer l'octroi de mer que vous avez payé sur l'octroi de mer que vous avez collecté, et ça sera neutre pour vous. Si vous avez un excédent, c'est-à-dire que vous avez collecté plus que vous avez payé plus que vous n'avez collecté, on devrait pouvoir vous faire le remboursement. Aujourd'hui, le remboursement n'est pas possible. Donc, il faut que le droit soit appliqué. Pour revenir maintenant à ce fameux rapport, il faut voir le niveau de dénigrement qu'il comporte. Alors d'abord, les importateurs, ça c'est depuis 2009, ce sont des voleurs. Donc les importateurs des DOM sont des voleurs. Par ailleurs, pas en France continentale, il n'y a que ceux des DOM qui sont des voleurs. Bon. Ensuite, les industriels sont également des voleurs. Ils suppriment la concurrence. Les multinationales, par contre, qui nous fournissent et les matières premières et les produits finis, ce sont des anges. Nos politiques sont de mauvais gestionnaires. Je ne veux pas lancer la palme à nos politiques, mais quoi qu'il en soit, ils héritent et ils fonctionnent selon les lois de la République. Ce n'est pas de leur faute si, en Guadeloupe, nous avons 4 strates administratives qui cohabitent. Initialement, en 1946, on avait le département et les communes. Entre-temps, on a ajouté la région et les communautés de communes. Tout ça, ce sont des strates administratives qui coûtent en personnel administratif. Mais dans une enveloppe budgétaire qui est toujours la même. Inchangée ou réduite. Ou réduite. Alors, heureusement qu'on a eu de la croissance, parce qu'on est quand même, dans les DOM et particulièrement en Guadeloupe, on est quand même assez dynamique. Et on a réussi à avoir des croissances depuis 10 ans supérieures au national. Ce qui nous a permis quand même de maintenir et d'éviter l'explosion du chômage, bien qu'il soit pas acceptable toujours à nos yeux,
Mais on a quand même tenu les choses, et je crois même que l'an dernier... Ah, donc la situation pourrait être encore pire qu'actuellement. Mais bien sûr. On a déjà un gros taux de chômage chez les jeunes. Croyez-moi que si on n'avait pas eu le démarrage du tourisme il y a 5 ans, 6 ans, et le bon maintien au niveau industriel local, notre situation était dramatique. Et presque semblable à celle de la Guyane, qui n'est pas à envier. Donc, on n'a pas été mauvais. Mais je ne peux pas accepter que tout ce qui constitue l'outre-mer soit mauvais. Les importateurs, les industriels, les politiques, non. Non, soyons sérieux. On fait avec les outils qu'on nous donne. Et si l'outil législatif n'est pas suffisant, il faut le changer, il faut l'améliorer. Vous dites que c'est plus l'outil législatif que le gestionnaire en question. Mais écoutez, pourquoi on a fait les communautés de communes? Pourquoi? Grande interrogation. Beaucoup pensent que ça fait doublon, effectivement, sur je vous signale deux collectivités majeures. En 2003, on nous a demandé de choisir sur assemblée unique ou 2 assemblées. Donc, et on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur l'assemblée unique. On n'a pas réussi à se mettre d'accord pour des raisons politiques. Mais c'est que déjà, dans l'esprit du législateur de l'époque, ça faisait sens que 2 assemblées étaient de trop pour un si petit territoire. L'expression qu'ils utilisaient, c'était simplifier le millefeuille administratif. Voilà. Eh bien, on a tellement simplifié qu'aujourd'hui, on a ajouté encore 1. Donc, et après ça, ils sont traités de mauvais gestionnaires. Moi, je veux bien. Il n'y a pas que des anges dans le monde politique. On est d'accord. Mais je ne peux pas leur jeter la pierre, parce que je sais, et j'ai passé 12 ans au Conseil économique et social, où on était amené à statuer sur les budgets régionaux, et je sais que ce n'est pas simple de boucler un budget. Alors pour justement parler du lien entre l'octroi de mer et la région, si effectivement l'État s'accapare finalement l'octroi de mer, est-ce que ces recettes seront toujours reversées à la région, puisque c'est la région qui gère un peu... Autre malhonnêteté du rapport, c'est qu'ils disent qu'on supprime l'octroi de mer, on va faire baisser les prix. Ce que monsieur tout le monde peut comprendre, on supprime une taxe, ça baisse les prix. Mais c'est faux, puisqu'ils vont nous mettre la TVA nationale. Mais ça va être quoi, ça? On ne comprend pas. Donc, ce qui veut dire que le seul but de l'opération, c'est de capter la recette de l'octroi de mer qui est perçue par la région et qui est redistribuée aux communes et qui sert également au fonctionnement de la région, au niveau national, par les services fiscaux. Et ensuite, on va redonner aux collectivités, je suppose, une dotation pour fonctionner, parce qu'on ne pourra pas du jour au lendemain licencier l'ensemble des fonctionnaires territoriaux. Donc il faudra quand même faire la paix en fin de mois. Peut-être pas l'ensemble. Non, mais on ne pourra pas. De toute façon, aujourd'hui, là aussi, on prétend que les politiques locaux les élus locaux sont de mauvais gestionnaires, mais expliquez-moi comment on peut diminuer la masse salariale quand on a le statut de fonctionnaire. C'est pas possible. Ou très, très, très compliqué. C'est très compliqué. Donc il faut faire avec. Mais il devrait quand même préconiser de limiter quand même les dépenses de fonctionnement et limiter la masse salariale au bout d'un moment. On ne va pas s'amuser à créer des entités. Bien entendu, mais il y a des accords il y a des nouvelles règles qui ont été émises dans ce sujet. Il y a beaucoup de communes en Guadeloupe et la région elle-même a signé un accord pour contenir les dépenses et rester dans des limites budgétaires. C'est une gestion vertueuse et beaucoup de communes sont entrées là-dedans. Le contrat de Cahors. Toutes ne peuvent pas rentrer dedans, mais cette démarche existe. Mais de toute façon, on ne pourra pas baisser le coût de fonctionnement des collectivités d'un coup de baguette demain matin. Personne n'est capable de le faire. Donc on ne peut pas traiter les politiques locaux de mauvais gestionnaires, parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux dans l'immédiat, dans l'état actuel du droit. Donc, selon votre analyse, ils se retrouvent un peu étouffés avec les charges de fonctionnement et donc forcément sur l'investissement, ça a des répercussions. On peut leur dire qu'ils les ont créées à un moment donné, les charges de fonctionnement, soit, mais les communautés de communes, c'est pas eux qui l'ont créé, c'est la loi. Donc ils ont appliqué la loi. Et c'est là où ça commence à compliquer un peu tout le schéma.
Tout à fait. Et puis dans le prolongement, c'est facile de dire qu'ils sont de mauvais gestionnaires, mais concrètement, l'ensemble de ces salariés de ces communes, aujourd'hui, s'ils n'étaient pas, embauchés dans ces communes, ils seraient où? Ils feraient quoi? C'est vrai qu'on a blâmé un certain clientélisme politique et le fait de placer certaines personnes, mais il faut du travail. Je suis pas sûr que, là encore, nos régions soient au hit parade premier du clientélisme. Vous pensez que c'est nous qui avons inventé ça? Je pense qu'on n'a rien inventé en Guadeloupe. Donc il faut arrêter de dire que il y a sûrement des améliorations aussi à cet endroit au niveau de la gestion de la ressource, très certainement. Mais je repose ma question. L'ensemble de ces salariés aujourd'hui, ce sont des consommateurs. Et s'ils n'étaient pas aujourd'hui salariés, ils ne seraient pas consommateurs. Et s'ils n'étaient pas consommateurs, ils n'étaient pas salariés, ils seraient où aujourd'hui? Vous trouvez qu'avec aujourd'hui le niveau de chômage que nous avons aujourd'hui en Guadeloupe, on peut se permettre aujourd'hui de simplement dire que nos élus sont des mauvais gestionnaires et que leur mauvaise gestion, ils s'accaparent de l'octroi de mer, ils ne font pas assez d'investissements et que c'est une raison donc pour récupérer cet octroi de mer et faire croire aux citoyens que désormais la vie sera moins chère. Moi, je vous propose encore une chose. Je vous dis qu'il y a deux taxes, la TVA et l'octroi de mer. Si on est si sensible à la vie chère de nos citoyens dans les DOM, ben, le gouvernement pourrait encore plus facilement prendre une décision, c'est que l'ensemble des marchandises qui arrivent sur nos territoires ne soient pas taxées de TVA. Ce serait un super geste. Et puis je rappelle quand même qu'au niveau national... Ou avoir une TVA réduite, ça c'est encore plus envisageable. C'est déjà le cas. On ne peut pas lui demander de réduire encore. Mais on peut tout simplement, puisqu'on est dans une logique de rapport qui supprime une taxe, à choisir la suppression d'une taxe, je préfère quand même que des élus locaux que je peux, moi, rencontrer, échanger, défendre des petites entreprises, soient tout près de moi, que d'imaginer 30 secondes que je puisse me rendre un jour à Bercy pour expliquer qu'il y a une nouvelle production d'une nouvelle usine en Guadeloupe. Par conséquent, dans cet élan de générosité, ça serait peut-être intéressant qu'on supprime tout simplement la TVA sur l'ensemble des marchandises dans nos territoires. Mais cela dit, ça ne suffit pas. Parce que j'attire votre attention sur Est-ce que c'est envisageable, ça? Ben, ça existe réellement? Non, mais ça existe en Guyane. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en Guyane, par exemple, il n'y a pas de TVA. Mais le problème de la vie chère existe. Mais si on va dans l'Hexagone, les gilets jaunes qui étaient dans la rue, ils n'ont pas d'octroi de mer, eux. Pourtant, ils ont décrié le problème de la vie chère aussi. C'était leur slogan, matin, midi et soir. Et pourtant, il n'y a pas d'octroi de mer. Donc, en fait, s'il y a un problème de vie chère, il faut peut-être aller chercher ailleurs. Et dernière chose, demain, que deviendrait le secteur industriel sans octroi de mer? Est-ce qu'on a envie de considérer nos territoires comme les déversoirs des surplus de production de l'ensemble des usines du continent européen? Est-ce que demain matin, on peut croire sincèrement que ce rapport est sérieux quand il propose en fait de supprimer l'industrie et de faire nos territoires devenir des territoires de comptoir? Et on veut revenir à l'économie de comptoir. Comment on fait rentrer? Déjà aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est difficile de faire revenir nos jeunes qui sont qualifiés. Et demain matin, on va faire quoi en fait? On va proposer à nos jeunes qui ont déjà du mal aujourd'hui de rentrer, de venir parce qu'on a des conteneurs à vider. Est-ce que demain matin, au lieu d'avoir un secteur agricole, on va multiplier les surfaces pour faire que le port de Jarry soit notre jardin? C'est sérieux? C'est un rapport qui est, Est-ce qu'il faut qu'on insincère. transforme les ingénieurs locaux qui travaillent, les techniciens sur les chaînes de maintenance en caissiers, caissières à Carrefour? Il faut être sérieux. Eux, ils le sont, en tout cas, avec ce rapport, ils le sont réellement. Mais Enfin, je vous rappelle quand même que dans son déplacement à La Réunion, en octobre 2019, le président de la République a indiqué à La Réunion qu'il n'était pas question de toucher au dispositif, compte tenu du rôle qu'il joue. Non, mais je comprends que vous puissiez hocher la tête. Vous êtes en train de me dire que ce ne serait pas la première fois qu'une annonce soit faite et qu'elle ne soit pas respectée. Moi, ce que j'ai envie de vous dire en vous faisant cette remarque, c'est que j'approuve tout à fait. C'est-à-dire qu'on est habitués, nous, désormais, à entendre des choses et son contraire après. D'ailleurs, la crise récente nous l'a montré. Hein? Donc, aujourd'hui, ce rapport qui est fait, encore une fois, de personnes qui n'ont même pas daigné rencontrer aucun socio-professionnel, aucun élu, dans aucune des régions. Parce qu'on dit donc pas... ça s'est passé tout à Paris. À Paris. Ben, je vais vous citer un autre rapport parce qu'il faut aussi enlever cette espèce de mensonge qui existe, qui consiste à dire aux citoyens que l'Europe ne veut pas de l'octroi de mer. C'est archi faux. L'Europe, en fait, demande à chaque fois de justifier, en fait, du bon fonctionnement du système.
première chose. Et je vais vous surprendre parce que l'Europe, justement, a fait aussi une enquête sur le dispositif avant sa potentielle reconduction. Ben, ils ont fait ce qui est le plus normal, ils ont pris un cabinet, d'ailleurs italien, et qui s'est déplacé dans l'ensemble des régions, qui est resté une semaine. Ça semble logique. Voilà. Donc c'est pour vous dire que là, en fait, Bercy envoie sa missive et regarde, à mon avis, comment réagit l'ensemble des régions pour voir si éventuellement on pourrait aller un petit peu plus loin. Le plus loin, c'est effectivement de récupérer cette manne. C'est quand même plus d'1 milliard sur l'ensemble des régions. Donc c'est pas inintéressant. C'est pas à laisser passer en tout cas. Surtout en période C'est de mieux crise. si c'était géré à Paris et qu'on renvoie quelques reliquats pour en fait nos collectivités ici. En attendant, on ne voit pas la TVA-NPR, ni l'abattement qu'ils ont récupéré. On ne sait pas où il est passé. Et les zones détaxées? Oui, Ah ben là, Didier. là, pour le faire, il faudrait déjà que l'article 45 soit appliqué. Tant que l'article 45 ne sera pas appliqué, on ne pourra pas faire la zone détaxée. Mais c'est tout à fait possible. On en parle. On en parle. Mais bon, il y a des préalables. Et le préalable, c'est que la loi soit appliquée, que l'article 45 soit appliqué et que l'octroi de mer fonctionne comme une TVA bis. À ce moment-là, vous faites la zone détaxée que vous voulez. D'accord. Et cette TVA bis, est-ce qu'elle sera aussi complexe finalement que l'octroi de mer, avec plein de taux différents qui fait qu'on se Est-ce que perd vous un peu? pensez que le système de la TVA est complexe? En l'état? Oui. Non, ça va, c'est... Bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais est-ce qu'on pourrait arriver à mais réduire le nombre de catégories? je ne change pas le nom, c'est l'octroi de mer et son fonctionnement est comme celui de la TVA, parce qu'il faut que ça reste une recette de nos collectivités. C'est tout. On a compris le principe, mais sur les taux d'application. par Alors, exemple. les taux. Dans la grande accusation de participer à la vie chère, complètement infondée, s'il y a autant de taux, il y a 12 taux en Guadeloupe et 11 taux En Martinique. OK? S'il y a autant de taux, c'est justement pour éviter le problème de la vie chère. C'est-à-dire que la région qui manage les taux a préféré aller de façon ciblée selon les catégories douanières des produits. Prenons un exemple. Quand il y a eu des problèmes, et qu'il y a toujours des problèmes avec le chikungunya, la dengue, etc., la région a mis un taux zéro d'octroi de mer sur les insecticides. Elle pouvait le faire avec une action ciblée. Vous voyez demander à Bercy de réduire un taux? Si demain matin... Non, justement, c'est pour ça qu'en local, la gestion locale est meilleure, bien sûr. Si vous avez demain matin une TVA nationale qui s'applique, on ne pourra pas. La TVA, c'est toute une catégorie de produits. On ne peut pas cibler Et là, on la TVA se sur demanderait des exceptions et on demanderait exception sur exception. Mais oui, mais comme on sera en TVA, comme on sera en TVA communautaire, il faudra demander la TVA mission à l'Europe. Alors que l'Europe nous a déjà agréé tout notre système. L'Europe a agréé les différentiels. Donc les différentiels, c'est la différence de taux qu'il y a entre le taux externe payé par les marchandises importées et les produits fabriqués localement. On a 3 différentiels, de 0 à 10, de 10 à 20 et de 10 à 30. Tout ça, c'est agréé, ça fonctionne. Supprimez ça pour aller vers un système hypothétique où ça sera rejeté. Parce que n'oubliez pas que l'histoire de l'octroi de mer, c'est également l'intégration des DOM dans l'Europe. Ça a démarré en 78. Il y a eu un pic en 92 et ensuite, chaque révision, parce qu'on dit que c'est une vieille taxe, mais elle a été sans arrêt rajeunie par de beaux liftings, croyez-moi. S'il faut refaire tout ce cheminement qui a duré 30 ans pour avoir de nouvelles exonérations sur la TVA, mais on y sera encore dans 20 ans. Hein. Alors que là, tout est fait, il n'y a qu'à appliquer la loi, c'est tout. C'est dingue. Et puis, dans le prolongement, l'affaire Covid, elle avait révélé quoi? Elle a révélé dans les plus grands pays d'Europe qu'il fallait relocaliser l'industrie. Ben, c'est de ça dont il est question, justement. Et aujourd'hui, on a un rapport qui sort de je ne sais où avec deux ovnis qui nous expliquent qu'il faut désormais tout importer. Comment voulez-vous que ce soit un rapport sérieux? Mais déjà qu'on importe énormément, et ça, au niveau de 92% de nos consommations, ça arrive dans des TC, donc dans des conteneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on propose aux Guadeloupéens, ou aux Réunionnais, ou aux Martiniquais, désormais, c'est de ne plus avoir un sens de la valeur ajoutée et d'attendre tout simplement que des conteneurs arrivent? Nous sommes dans une île où, en fait, on est en plus, on est
soumis à des aléas climatiques. Quand il y a un cyclone, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons qu'on nous envoie des conteneurs d'eau. Nous attendons qu'on nous envoie un peu de nourriture. Comment on peut penser une telle chose? Le président, encore une fois, sa propre parole pendant la crise a été d'indiquer qu'il était extrêmement important de relocaliser les industries et surtout de s'assurer que ce qu'on appelle l'ensemble des industries vitales puissent être aujourd'hui aidées. Et nous, ici aux Antilles, dans nos régions, on nous explique que, écoutez, vous embêtez pas avec ça. Désormais, vous arrêtez de produire, vous attendez, on vous envoie les marchandises et vous verrez, ce sera plus cher. C'est encore un mensonge. Pourquoi? Aujourd'hui, qui régule les prix? C'est la production locale. Parce que le jour où il n'y a pas de production locale, vous imaginez qu'un producteur en métropole va vous envoyer de la marchandise au meilleur prix quand il sait qu'il n'y aura pas une concurrence locale? Nous sommes aussi les régulateurs, nous, industriels. Déjà qu'on a un problème de concurrence au niveau local, donc là, bon, ce serait quoi? Ce serait des monopoles vraiment affirmés qui se mettraient en place. Et donc, Sauf que je préfère avoir un monopole ici avec un interlocuteur avec qui je peux parler que quand c'est un monopole détenu par une multinationale qui ne vit pas sur mon territoire. Et c'est la même chose pour la gestion de la taxe. Je préfère des élus à qui je peux parler ici que d'avoir affaire à des élus à Bercy et encore des fonctionnaires qui ne comprendront même pas De toute façon, la structure de notre île. Il existe 2 monopoles, hein, c'est tout. Le carburant, et qui est encadré, et EDF, qui est également encadré. mais on peut glisser un petit peu sur la grande distribution quand même. Non, c'est pas un monopole, il y a de la concurrence, je suis désolé. Peut-être pas suffisante. On a également en 2009 confondu monopole et exclusivité. Ça n'a rien à voir. L'exclusivité, c'est sur une marque. Sur les marques. Mais si vous regardez les pâtes, combien de marques de pâtes il y a? Donc il y a de la concurrence. Et les marques de pâtes se font la guerre. Parce qu'il faut récupérer le volume et il faut charmer le consommateur. Donc, il y a eu, vous savez, quand on veut tuer son chien, On dit qu'il a est à la rage. Et à l'époque, et aujourd'hui encore, on voit. Mais est-ce qu'on encore peut le jouer même sur les exemple. marges? Parce que bon, s'il faut arriver à écarter l'octroi de mer de façon à ce qu'il soit préservé au niveau local et qu'il continue justement à pouvoir approvisionner les collectivités. Je pense qu'il faudra donner le change, forcément, puisque l'État ne va pas se contenter d'un « vous gardez la gestion ». On voit comment il fonctionne. Donc il faudra donner quelque chose en échange. Donc est-ce que ça ne pourrait pas se jouer au niveau des marges? Qu'on mette l'octroi de mer de côté et qu'on se penche sur les marges. Alors, déjà, regardez un peu ce que constitue un prix de vente dans les DOM. Vous avez le fret. Qui a sévèrement augmenté ces derniers temps. Mais le fret rentre dans l'assiette de l'octroi de mer et il rentre dans l'assiette de la TVA. Vous pensez que ça soit normal que l'État en TVA s'enrichisse sur une donnée qui est liée à notre éloignement géographique? Je ne serais pas faire plus. Oui, parce qu'on compare les prix nationaux aux prix dans les DOM. Mais on est à 8500 km. Oui, on veut bien qu'il y ait une variation, Bon. mais des plus de 150%, voire plus de 200%. En plus de ça, on fait partie de l'ensemble européen. Ce qui veut dire qu'on nous pousse à acheter en Europe, à 8500 km. Si je devais m'approvisionner au meilleur coût, j'irais peut-être chercher des choses aux États-Unis. La Mais tout à Floride, l'heure, vous parliez du marché caribéen. ou du marché caribéen. Mais là, l'Europe taxe au niveau douanier. Donc, il faudrait savoir, hein, soit vous voulez la vie chère à tout prix, la vie bon marché à tout prix, avec les conséquences que ça a. Aujourd'hui, on est européen, on bénéficie des subventions européennes. La contrepartie, c'est qu'on consomme européen, on le conçoit. On est éloigné, il faut payer le fret. On peut déjà douter que l'État s'enrichisse par une taxe sur le fret, qui est une charge. Bon, mais on le conçoit, on le conçoit. Mais de là à ce qu'on nous dise, vous n'êtes pas bon, on va tout prendre, on va faire pour vous, on va juste vous donner un petit peu, si vous êtes gentil. Non, mais non. Ça passe très mal. Ça, soyons sérieux. Parce que c'est faux. Mais c'est pas audible à votre niveau. Non. Non, ça ne peut pas être audible, d'autant que le secteur industriel, de toutes les façons, il disparaîtrait. Donc, en aucun cas, je rappelle quand même que le secteur industriel aujourd'hui, c'est quand même plus de 6 à 7 000 emplois. Donc, est-ce qu'on a aujourd'hui cette capacité, le luxe,
de dire qu'on est en capacité de supprimer 6 000 emplois. Je n'ai pas l'impression. En plus, j'attire votre attention que sortir un tel rapport dans la période dans laquelle nous sommes, il faut quand même oser. C'est plutôt indécent. Enfin, évidemment, ça, c'est mon appréciation. Clairement, ils annoncent la couleur. Pour moi, ils annoncent la couleur. En plein Covid. Pas d'annulation de charge. Et en début d'émission, nous étions en train de parler déjà du traitement qui est un petit peu, je dirais, différent de ce qu'on peut faire en Corse pour l'ouverture des vols. Non, il y a un véritable problème là. Il faut qu'on puisse comprendre quelle est la volonté, parce que d'un côté, on a une crise. D'un côté, on est capable d'ouvrir des lignes pour une région similaire que la nôtre. On ne l'ouvre pas chez nous. Et en même temps, nous balance un rapport qui nous dit, vous savez, vous embêtez pas, vous les Guadeloupéens. Vous arrêtez de faire de l'emploi de personnes hautement qualifiées. Vous restez chez vous et puis vous inquiétez pas, on vous enverra de la marchandise. À la limite, si vous voulez vous développer, vos lycées, vos collèges, on va former des manutentionnaires ou des caissières et puis tout va bien. Vous trouvez ça sérieux? Pas nous. Et le mot de la fin? Et le mot de la fin. Écoutez, on espère que ce message sera entendu, qu'on va revenir à des choses sérieuses. Il y a du travail à faire. On est force de proposition. Pour retoquer s'il faut. On n'est pas là dans une situation où rien ne bouge, on veut rester le statu quo. On a des propositions à faire. On applique l'article 45. On modifie certains articles qui permettent de récupérer et de faire fonctionner véritablement l'octroi de mer comme une TVA bis. Après ça, eh bien, il faut aider les collectivités à rationaliser leur gestion. Donc elles pourront à ce moment-là peut-être diminuer les taux. Mais quand on fait des ratios, aujourd'hui, quel que soit le calcul qu'on fait, l'octroi de mer tel qu'il est là, et s'il fonctionnait comme il se doit, nous met largement, au moins 3 à 3,5 points en dessous de ce que pourrait être le coût de la vie si on étendait la TVA nationale sur nos territoires. D'accord. Donc, il n'y a pas photo. Il faut que cet argent soit mieux géré. Il faut que les citoyens aient de l'eau dans leur robinet. Et ça, c'est la bonne gestion de l'argent public. Mais si on nous le supprime, ce n'est pas avec cette suppression qu'on pourra améliorer les choses. Enfin, la suppression, en tout cas, telle qu'elle est souhaitée par le gouvernement. Donc, récupération, finalement, par le biais d'une TVA de l'octroi de mer régional. Ouais. Donc, on est force de proposition. On sait quoi faire pour améliorer les choses, dynamiser le commerce, protéger l'industrie. C'est ce qu'on... Et vous savez, je pense que beaucoup d'industriels nationaux rêveraient d'avoir un octroi de mer pour les protéger et qu'ils n'ont pas. Et ils se font bouler par la production chinoise, qui est en plus de ça basée sur une monnaie qui est largement sous-évaluée. C'est pas la même compétition. C'est pas la même compétition. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairé finalement, effectivement, sur ce rapport Ferdi qui a été commandé, je le rappelle, par Bercy, puis qui préconise la suppression pure et simple de l'octroi de mer dans nos régions dès décembre, donc dès la fin d'année. On ne sera même pas encore sorti de la gestion post-crise, que ça va effectivement peut-être chambouler nos îles. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour ces explications. Si besoin, on refera appel à vos services. Alors, j'ai une suggestion à vous faire éventuellement, si c'est possible. Effectivement, il serait souhaitable que nous ayons une émission, si vous pouviez la faire, qui parlerait du fonctionnement du dispositif. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens utilisent l'octroi de mer, entendent l'octroi de mer et considèrent que l'octroi de mer, c'est la vie chère. Peu de personnes savent comment ça fonctionne. Et je pense que ce serait bien pour la population qu'on ait une émission qui soit justement une émission explicative sur le fonctionnement du mécanisme. D'accord. On a pris mot, donc on va s'organiser ça. Et comme ça aussi, moi, j'en apprendrai toujours plus. Merci beaucoup, messieurs. C'est nous. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce focus. On se retrouve demain. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. Ciao.